coupé 13 fois l'Internet sur les données mobiles. Une déclaration des travailleurs des télécommunications et des postes. Ils ajoutent que ces coupures ont été à l'origine de 3 milliards de francs CFA en perte. Pratiquement tous les secteurs ont été impactés. Les travailleurs des télécommunications comptent manifester contre l'attitude du ministre de la Communication. Ils vont donc organiser des journées de débrayage et un port de brassard rouge dans leurs différents lieux de travail. Écoutons Rose-Marie Balakoun Diouf, secrétaire générale du syndicat des travailleurs de la Poste et des télécommunications, au micro de Boubacar Dian. Du 2 juin 2023 au 13 février 2024, le ministre Moussa Bocar Thiam a opéré 13 jours de coupure d'Internet mobile, soit en moyenne l'équivalent d'une journée et demie de coupure d'Internet tous les mois depuis juin 2023. Considéré autrement aussi, c'est un demi-mois de coupure d'Internet mobile. Les pertes économiques sont colossales pour les opérateurs de télécommunications. 3 milliards de francs CFA, sans compter les préjudices socio-économiques des millions de clients et de la population sénégalaise. Ce sont tous les secteurs d'activité confondus qui sont impactés. Depuis très longtemps, nous avons tiré sur la sonnette d'alarme. Maintenant, nous avons décidé de passer à une autre vitesse. C'est pourquoi notre collectif vous a convié à cette conférence pour vous exposer les conséquences désastreuses des coupures d'Internet sur l'économie et sur les populations, marquer notre solidarité aux populations sénégalaises qui réclament un droit, leur droit à la communication, leur droit à l'information, leurs droits économiques, leur droit à la liberté d'expression. Décidons à partir d'aujourd'hui de lancer des actions de protestation pacifiques pour le moment, axées sur 2 moyens de lutte, le port de brassard rouge, les journées de débrayage ou de présence négative sur l'ensemble de nos entreprises concernées. Nous appelons l'État à rétablir la connexion via les données mobiles et à mettre fin aux coupures intempestives de ce service. Nous sommes déterminés à mener ce combat avec détermination jusqu'au bout. Restons sur l'impact social, économique et financier des troubles sociopolitiques de ces dernières années. Les émeutes de mars 2021 et juin 2023 ont provoqué de nombreux dégâts ou dommages collatéraux. 145 stations-service ont été saccagées ainsi que plusieurs magasins Auchan. Les pertes se chiffrent en milliards de francs CFA et jusqu'ici, toujours pas d'indemnisation. Anna Rocha. Bientôt 3 ans après les événements tragiques de mars 2021, les victimes collatérales attendent toujours d'être indemnisées. L'enseigne de grande distribution française Auchan est la cible numéro 1 des manifestants. Rien qu'en mars 2021, 19 magasins ont été saccagés, entraînant des dégâts estimés à plus de 15 milliards de francs CFA. Plus de 300 employés ont été à l'époque envoyés en chômage technique pendant plusieurs mois, percevant qu'une moitié de salaire. Entre 2022 et juin 2023, de nouveaux magasins Auchan ont été cassés. D'ailleurs, la direction a pris la décision de fermer définitivement les magasins de Pikine et Scat Urbam situés dans des zones jugées sensibles. Les stations-service ne sont pas mieux loties. 61 stations pillées en 2021, plus de 2 milliards de pertes. 2 ans plus tard, 75 stations sont ciblées et détruites par les manifestants pour des pertes estimées à 3 milliards 389 millions de francs CFA. Le secteur a ainsi perdu 6 milliards 218 millions de francs CFA sans accompagnement, sans indemnisation. Les autorités ont tout simplement aidé au renforcement de la sécurité. Et après plusieurs réunions et engagements, ces victimes collatérales souhaitent aujourd'hui être prises en compte dans cet éventuel projet de loi d'amnistie. Justement, des manifestations, il y en a encore eu hier à Mbour. Au lendemain des émeutes, les commerçants, principales victimes, donnent de la voix et demandent à être sécurisés davantage. Ils sont les grands perdants de ces manifestations. Ndeye Matidian s'est entretenu avec le président du marché central de Mbour. Voici sa correspondance. Ils sont obligés de fermer leurs boutiques et de plier bagages à chaque fois qu'il y a manifestation. Ces commerçants du marché central de Mbour s'en offusquent. Matar Diop est le président des commerçants du marché central de Mbour. 2021, nous subissons des dommages à chaque manifestation depuis 2021. Il faut que cela cesse. Ce n'est pas du tout normal car nous sommes des citoyens modèles, indépendants. Nous avons réussi à mettre en place notre business avec nos propres moyens. Les politiciens doivent nous épargner.
signer car ils ne nous aident pas. Il sermonne les manifestants et demande plus de protection. Nous lançons un appel au préfet pour plus de protection. Nous méritons d'être protégés autant que ces institutions surveillées à chaque manifestation. Pour ce qui est du mouvement d'humeur annoncé par certains syndicats, ces commerçants se démarquent. Matar Diop. Nous n'irons pas en grève, ça je peux vous l'assurer, à moins que cela ne soit pour dénoncer la cherté de la vie. Le président du marché central de Mbour a aussi beaucoup insisté sur le respect des cotisations pour le paiement des vigiles qui assurent la sécurité du marché. Ndeye Mati Dieng, Mbour, Radio Futur Média. RFM, partout, tout le temps. Libérer tous les détenus dits politiques, c'est le combat du collectif qui regroupe leurs familles. Le dit collectif exclut toute idée d'amnistie et continue à dénoncer les conditions de détention de leurs proches. Le collectif pour la libération des détenus dits politiques a déposé une demande d'autorisation de marche pour le samedi prochain. Mohamed Jim, membre du dit collectif, au micro de Mamadou Sy. Pour nous, le prolongement du mandat du Macky Sall, ça veut dire le prolongement de la durée carcérale des détenus politiques. Et nous n'accepterons pas que ces détenus-là puissent être une monnaie d'échange. Ils ne seront pas une monnaie d'échange. Déjà dans leur intégralité, quand ils causent avec leurs parents, j'ai reçu une dizaine d'appels. J'ai reçu l'appel Hannibal Ndim, j'ai reçu l'appel de Ousmane Sarr, j'ai reçu l'appel de Baina Gueye, j'ai reçu l'appel de Tom, j'ai reçu l'appel de Ben Taleb So. Tous, dans leur globalité, quand ils appellent, ils disent l'amnistie que Macky Sall est en train de prôner à travers les médias. C'est pour lui, c'est pas pour nous. On n'a jamais demandé à être amnistié, on demande à être jugé. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien fait. Ils demandent à être jugés. Si son amnistie, c'est pour lui, il n'a qu'à le voter, le prochain gouvernement va révoquer cela. Ça ne passera pas. Tu ne peux pas commettre des crimes humains. Tuer les enfants innocents. Pour la majorité, ils ont une moyenne d'âge de 16-15 ans. Tuer ces enfants-là, aujourd'hui tu te réveilles un bon jour, tu nous dis amnistie. Et la mémoire de ces gens-là, et la souffrance des parents-là qui attendent aujourd'hui que justice soit faite, que réparation puisse avoir lieu. Et on ne s'arrête pas là. Même les détenus qui ont fait une longue durée carcérale, ils doivent être indemnisés. Ça ne doit pas s'arrêter là. Ça ne doit pas s'arrêter à une simple libération. Allez-y et c'est fini, on oublie. Justement, au sujet de cet éventuel projet de loi d'amnistie qui, d'après certaines sources, devrait être initié par l'exécutif pour absoudre les événements de mars 2021 et juin 2023, focus sur cette forme ancienne de pardon, les implications, les éventuelles limites de la loi. Mohamed Ali Mouba. L'amnistie, comme son nom l'indique, c'est l'oubli dans lequel le législateur veut bien laisser ce qui a été fait contre la loi. C'est une forme ancienne et généralement moins heureuse du pardon. Elle a pour première conséquence la remise immédiate et définitive de la peine. Le Sénégal a connu en tout 3 lois d'amnistie. La première a été prise en 1976 par Léopold Sédar Senghor, une amnistie pour effacer de la mémoire collective la crise de 62 qui a gracié une loi d'amnistie prise en 1976, au mois avant le rétablissement du multipartisme limité au Sénégal. En 91, rebolote car une amnistie est initiée dans le conflit casamançais conformément à l'accord trouvé en 1991 entre le gouvernement du Sénégal et des combattants du MFDC. Amnistier de plein droit toutes les infractions criminelles ou correctionnelles commises entre le 1er août 1987 et le 1er juin 1991. 2 ans seulement après son accession à la tête du pays, Abdoulaye Wade lui aussi initie sa loi pour neutraliser les faits relatifs à la mort de Maître Sey. C'est la loi Ezzan. Elle vise toutes les infractions commises entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 2004. Les infractions criminelles ou correctionnelles commises pendant cette période au Sénégal ou à l'étranger en relation avec les différentes consultations électorales ou ayant des motivations politiques sont toutes effacées. Les meurtriers de Maître Sey sortent de prison et les faits sont oubliés. Si Macky Sall va jusqu'au bout de l'initiative qui lui est prêtée, eh bien, il aura, comme ses prédécesseurs, sa loi d'amnistie lui aussi. Mais attention, une loi d'amnistie n'emporte pas avec elle toutes les infractions. Tout dépend de la mouture. Et dans le cadre de cette loi, ce qui est à surveiller ici, c'est la déchéance électorale.
car Ousmane Sonko veut bien se présenter à la présidentielle. Parlons maintenant de la corruption supposée de membres du Conseil constitutionnel avec la fin des travaux de la commission d'enquête parlementaire. En effet, le ministère de la Justice a saisi l'Assemblée nationale. C'est à la suite de l'ouverture d'une information judiciaire des faits survenus après la plainte du juge constitutionnel Cheikh Ndiaye pour diffamation, outrage à magistrat, entre autres. Là-dessus, la parlementaire Adim Bergane Kanouté, jointe par Famadion. Il faut d'abord se réjouir du fait que l'Assemblée nationale a pu jouer son rôle, que les députés ont exercé donc le droit et également les prérogatives dévolues à eux. Aujourd'hui, vous avez entendu le ministre de la Justice qui est clairement revenu sur la plainte du juge, également l'ouverture d'une information judiciaire. Et comme le stipule l'article 48 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, une fois qu'une information judiciaire est ouverte, automatiquement, les travaux de la commission d'enquête parlementaire prennent fin. Et nous sommes à ce stade-là. Alors, les travaux donc ont pris fin. Qu'est-ce que la commission a fait concrètement avant que les travaux ne prennent fin? Les membres de la commission d'enquête parlementaire sont tenus par le secret. Ils ne peuvent pas violer le secret. Ils ne peuvent pas dire ce qui s'est passé au niveau de cette commission-là. Ça a été assez sanctionné déjà. En vous référant à l'article 48 du règlement intérieur, il est clairement dit que ces membres ne doivent pas véritablement partager le contenu des travaux. Et par conséquent, parce qu'il y a un rapport qui sera fait, et ce rapport-là sera donné à qui de droit. Sur la situation politique tendue au Sénégal, Abdourahim Kébé, colonel à la retraite qui se réclame de l'ex-Pastef, demande au chef de l'État de matérialiser le dialogue inclusif en plus de libérer Ousmane Sonko et tous les autres détenus dits politiques. Il opte, dit-il, pour le dialogue. Confidence faite à Ousseynou Diop, le voici. La situation du pays est critique. C'est l'avis du colonel à la retraite, Abdourahim Kébé. Il conteste la dernière décision du président Macky Sall d'annuler la présidentielle du 25 février 2024. Je crois que nous sommes arrivés au terminus avec cette ultime décision qui est condamnée de partout dans le monde et à l'intérieur du Sénégal. Le colonel Abdourahim Kébé qui a témoigné son estime et son soutien au leader de l'ex-parti Les Patriotes Africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité PASTEF, s'est aussi prononcé sur le dialogue annoncé par le chef de l'État pour la stabilité du pays. Il ne rejette pas cette démarche, mais pose des conditions. Nous ne sommes pas contre le principe d'un dialogue. De toute façon, il faut que ce soit clair. Donc, comment donc appeler quelqu'un à négocier quand il est en prison, quand tous ses cadres sont en prison, puisqu'il parle d'apaisement? L'apaisement, c'est quoi? C'est libérer tous les détenus politiques. Colonel Abdourahim Kébé, en tant qu'homme du Sérail, juge catastrophique la dernière sortie du président Macky Sall sur les forces occultes révélées par le chef de l'État lors de son dernier entretien avec la presse étrangère. Si c'est un appel à un coup d'État, cela est un aveu d'échec et c'est très grave pour un président de la République qui fait de telles révélations. Si, par hasard, il essaie de justifier en disant on parle de terrorisme, puisque nous avons des forces de sécurité qui sont super armées. Colonel Abdourahim Kébé appelle le président Macky Sall à œuvrer pour que le pays retrouve sa stabilité et il le plaide pour la libération de son leader Ousmane Sonko, affirmant qu'il est détenu de manière arbitraire. Ousseynou Diop, Saint-Louis, RFM. Revenons maintenant sur la déclaration commune des anciens présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, suivie hier d'une lettre de précision de sa position de l'ancien secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Si pour le président Wade ce n'était pas la première prise de position sur la situation sociopolitique du pays, le président Abdou Diouf avoue avoir rompu son serment de ne pas s'immiscer dans la vie politique du Sénégal depuis son départ de la tête de l'État. Des analystes politiques que nous avons interrogés évoquent des relations conflictuelles entre les anciens chefs de l'État et les nouveaux, ce qui rend difficile toute collaboration ou tout conseil venant des prédécesseurs, alors que l'idéal serait de travailler ensemble pour la bonne marche du pays. Une démarche noble comme l'installation d'un conseil des sages ou un cadre de concertation. Explication Nafissatou Silla. Senghor, Diouf ou encore Wade, tous ont pris leur distance pour ce qui est de la gestion de l'État à la fin de leur mandat. Et pourtant, ils ont bien leur mot à dire, une nouvelle pierre à apporter à l'édifice qu'est la République. C'est le constat de Mamadou Sy Albert, analyste politique. L'idéal, c'est que la fonction présidentielle, c'est une fonction à vie. Donc c'est pas parce que vous êtes défait à une élection présidentielle que vous vous retirez du fonctionnement de l'État. C'est l'État qui devrait trouver une structure pour que les anciens et le président en exercice travaillent ensemble.
parce que quand même, on peut toujours apporter au président en exercice des conseils, des suggestions, de la médiation. On ne peut pas se retirer de l'État de cette manière-là. Papa Amadou Fall abonde aussi dans le même sens. En mettant en place une fondation, en jouant un rôle de consultance, en tout état de cause, c'est quelqu'un qui peut être sollicité et qui doit pouvoir répondre à de belles sollicitations pour son pays et voire même pour son continent de manière générale. Le cas de Abdou Diouf est assez édifiant. Seulement, pour eux, il est important de capitaliser leur expérience. La mémoire de l'État doit être pérennisée par ce mécanisme-là. Et ce mécanisme pourrait même mettre fin au conflit de politiciens qu'il y a au sommet de l'État. Je crois que un cadre de concertation, de réflexion, d'accompagnement devient indispensable au niveau de la présidence de la République. C'est extrêmement important et je pense que c'est à ce niveau que l'on les attend, les anciens chefs d'État, rester utiles et accompagner davantage leur pays. Seulement, pour Mamadou Sy Albert, il s'agit d'une situation assez compliquée parce que relation conflictuelle, ce qui rend impossible leur ingérence. Mais oui, Diouf a combattu Senghor, Abdoulaye Wade a combattu Diouf, Macky Sall a combattu Abdoulaye Wade. On est dans un cercle vicieux que les gens confondent les options partisanes et l'option et la gestion de l'État. C'est cette confusion-là qu'il faut essayer de lever. L'État ne doit pas s'identifier à des clivages partisans. En tout état de cause, la République a toujours besoin d'institutions fortes, mais aussi d'hommes forts. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. La journée de débrayage à l'appel de certains syndicats des enseignants bien respectés à Kaffrine. Depuis hier, au premier jour, les salles de classe sont fermées. Satisfaction du secrétaire général, Wandifa Mané, qui rappelle le motif de la grève, non au report de la présidentielle. Il est au micro de Ndeye Awabey. Pour les deux CM Babacar Kobarnaou, nous sommes à un taux de 100% d'observation. Pour les deux CM, tous les professeurs n'ont pas fait cours aujourd'hui. Ensuite, je suis en train de remonter les autres informations par rapport aux autres établissements qui sont également à un taux d'observation de plus de 80%. Pour tout simplement dire que vraiment ce mot d'ordre est suivi presque avec un taux de satisfaction plus que satisfaisant. Vous savez que l'école est le berceau de la République, donc comme disait Lionel Jospin. Et forcément, le report des élections nous interpelle au premier plan et au premier chef, dans la mesure où aujourd'hui ce sont des répercussions qui peuvent avoir de lourdes conséquences, en tout cas dans l'atteinte du quantum horaire, et forcément cela va nous toucher au premier chef également, vu les perturbations que cela peut engendrer, en tout cas dans l'espace scolaire, au vu des différentes obédiences qui se retrouvent notamment au niveau de l'école. Maintenant, nous tâcherons aussi bien que faire se peut, en tout cas d'être à équidistance maintenant de toute chapelle politique, mais nous n'avons aucune garantie que cela puisse se faire, parce que des organisations de la société civile peuvent s'organiser pour essayer d'aller défendre leur qui. Et c'est des positions de principe. Et puis les Serigne Dara, membres de la Fédération nationale des associations d'écoles coraniques en conclave à Ndiassane, c'est dans le dessein de mettre en place des stratégies visant à améliorer les conditions de vie des maîtres coraniques et des talibés. Ils en ont profité pour alerter sur la crise politique que traverse le Sénégal en appelant au dialogue. Chirante Diop. Ils sont venus des 46 départements du pays. Ces Serigne Dara, regroupés au sein de la Fédération nationale des associations d'écoles coraniques du Sénégal, ont donné des propositions pour mieux faire face aux difficultés des maîtres coraniques et des talibés. Imam Adamasek, le premier vice-président de la Fédération nationale des associations d'écoles coraniques du Sénégal. Liés également à la santé, des problèmes liés au social, par exemple, des problèmes également, surtout de nourriture, des ndongodar et tout. Nous avons posé des actes. Nous avons fait également des propositions concrètes pour que l'État du Sénégal également joue ce rôle pleinement, qu'il vienne également en appui. C'est Serigne Dara pour que vraiment, en tout cas les Dara, puissent jouer leur rôle convenablement. La Fédération nationale des associations d'écoles coraniques du Sénégal est attentive aussi à la situation du pays. Nous avons fait également des propositions par rapport à la situation du pays. C'est pour demander à l'ensemble de la classe politique pour qu'ils s'entendent, essayer de trouver un terrain d'entente pour organiser des élections
paisible, vraiment et transparente pour que le bon Dieu nous choisisse vraiment l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ces maîtres coraniques ont soulevé un autre point très important selon eux. Il y a beaucoup de Serindara qui se trouvent actuellement dans les prisons. On a attribué des accusations vraiment infondées d'après notre investigation. Ne serait-ce que les juger pour qu'ils connaissent eux-mêmes qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait. Un document a été peaufiné ici à Ndiassane par ces Serindara et il sera remis au chef de l'État. RFM Thiès, Cheikh Ante Diop. Ce 14 février, mercredi des cendres et début du carême catholique, à suivre dans la deuxième partie de ce journal. Notre reportage sur cet événement, nous nous sommes rendus à Ziguinchor. Ce sera après le journal des sports. RFM. L'actualité internationale. Mais d'abord, le journal international avec vous, Georges Détier Diop. Bonjour. Bonjour, Souleymane. L'Égypte endeuillée par un tragique accident. Au moins 15 morts et 7 blessés dans une collision impliquant plusieurs véhicules. Selon l'agence de presse officielle, l'accident s'est produit dans le quartier d'El Amarayad sur la route du désert égyptien, le Caire, Alexandrie. En République démocratique du Congo, un naufrage fait plusieurs morts. Des dizaines et plusieurs personnes portées disparues. L'accident a eu lieu dimanche. Ce sont 2 embarcations qui sont entrées en collision. Tom Choran. La tragédie est survenue dans la matinée de dimanche, à l'est de Kinshasa. 2 bateaux chargés de passagers et de marchandises se sont violemment percutés au milieu du fleuve, à distance des rives. Une opération de secours a été déclenchée immédiatement et les autorités, accompagnées par plusieurs embarcations civiles, ont tenté de récupérer le plus de naufragés possible. Le nombre exact de personnes sauvées reste encore incertain et les images de la catastrophe, tournées depuis le bord du fleuve, laissent présager le pire. Les accidents de navigation sur le Congo sont malheureusement fréquents en RDC en raison de la surcharge des embarcations. Dans ce pays où les cours d'eau sont vitaux pour le transport, en l'absence d'infrastructures routières adéquates, le trafic fluvial est majoritairement géré par des opérateurs informels. Cela amène souvent à des drames et des tragédies similaires ont déjà eu lieu sur le fleuve Congo au mois d'août, d'octobre et plus récemment en janvier. Cet énième accident souligne donc l'urgence pour les autorités congolaises de renforcer les mesures de sécurité sur les voies navigables du pays, l'un des premiers réseaux de transport commercial en RDC. En République démocratique du Congo, un groupe de rebelles a bombardé un camp de déplacés dans le nord Kivu. Bilan 3 civils tués et 8 autres blessés. Les rebelles du M23 n'ont pas revendiqué l'attaque mais ont semblé confirmer mardi qu'ils se dirigeaient vers la ville de Sak, proche de Goma. Le gouvernement congolais et les experts des Nations Unies avaient déclaré que le groupe M23 recevait un soutien militaire du Rwanda, bien que Kigali l'a nié. Au Nigeria, 4 personnes, dont 2 policiers tués lors d'une attaque à Kora dans l'état de Zamfara. Selon la police, les assaillants ont kidnappé 40 autres, dont des femmes et des enfants. L'on se rend au Mali où l'aide humanitaire offerte par le président de la transition à la région de Menaka a commencé à être distribuée. C'est le cercle de Tidémen qui est le premier bénéficiaire. Pendant près d'une semaine, les rencontres se sont multipliées pour distribuer les 200 tonnes aux 4000 bénéficiaires ciblés dans la région par les responsables des communes. Il s'agissait surtout de minimiser tant soit peu les fraudes qui ont émaillé les distributions antérieures. Pour le maire de la commune d'Alata, Forotaï Ag Etao, cette aide vient à point nommé. Quand on parle de sécurité alimentaire, ça c'est l'État. Ce n'est pas les ONG, ce n'est pas les autres organismes. C'est venu aussi son temps. Je n'ai qu'à les remercier. Les premiers bénéficiaires s'inscrivent dans cette même logique. Certains parmi eux souhaitent la pérennisation de cette aide. Ce bénéficiaire qui a requis l'anonymat a remercié infiniment les autorités locales de Menaka pour la distribution de ces vivres. Nous remercions infiniment les autorités locales de Menaka pour la distribution des vivres pour nous. Cet appui vient à point nommé. Nous en sommes très ravis. Cependant, nous leur demandons de tout mettre en œuvre pour la réouverture des routes qui relient Menaka aux autres localités. Cela va alléger nos souffrances. Selon des sources locales, 76 tonnes de riz ne sont pas encore arrivées dans les magasins. Les véhicules les transportant étaient tombés en panne en cours de chemin. Zanga Abdoulaye Ouattara Bamako, Radio Futur Média. Au Ghana,
Ken Ofuriata n'est plus ministre des Finances. Il est remplacé par Mohamed Amin Adam dans le cadre d'un remaniement ministériel. Amin Adam était auparavant vice-ministre de l'énergie. Et puis la guerre à Gaza, le bilan ne cesse de grimper. Le Hamas annonce un nouveau bilan de 28 576 morts. Il a fait état de 68 291 blessés depuis le début de la guerre le 7 octobre. Au total, on dénombre 103 morts lors de ces dernières 24 heures. Merci Jean. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dans notre rubrique Point de vue, nous évoquerons les conséquences économiques et financières de la crise politique que traverse le Sénégal actuellement avec Babacar Ndiaye, opérateur économique, membre du patronat, et Abdoulaye Seck, économiste, ancien conseiller en économie du président Abdoulaye Wade. RFM Sport. L'actualité des sports, ce sera avec vous, cher Tidiane Diagne. Bonjour. Bonjour à vous, Souleymane Niang. Crépin Diatta, au devant de l'actualité, la CAF aurait sanctionné le joueur sénégalais. Oui, Crépin Diatta, après sa sortie accusant l'arbitre du match Sénégal-Côte d'Ivoire de corrompu lors du 8e de finale de la CAN. Dans sa livraison du jour, le quotidien L'Observateur du groupe Futur Média a confirmé, selon une source à la CAF, que l'excentré droit de l'équipe nationale, après avoir été auditionné, a été finalement suspendu pour 4 matchs, dont 2 avec sursis, plus une amende de 10 millions de francs CFA. Et après plusieurs jours donc de poursuite dans un contexte marqué par des problèmes politiques, ou plutôt, voilà, justement, et pour rester dans l'affaire Crépin Diatta, excusez-moi Souleymane, il faudra noter qu'une source de la Fédération sénégalaise de football nous dit n'avoir pas encore reçu la notification officiellement. Mais que pas pour cette petite confusion, Souleymane. Non, pas de souci. Voilà. Le championnat de foot reprend ses droits après un repos forcé. Justement, après plusieurs jours de poursuite dans un contexte marqué par des problèmes politiques et sécuritaires, la Fédération sénégalaise de football a annoncé hier la reprise de ces compétitions, les compétitions qui vont reprendre donc à compter de la notification parue hier mardi. Donc les rencontres vont se reprendre pendant le week-end. Il s'agit donc du championnat sénégalais de Ligue 1 et de Ligue 2 ainsi que des activités liées au football amateur par Momar Lo, vice-président de la Ligue sénégalaise de football professionnel en charge de la programmation et chargé de communication de la Ligue que nous écoutons. Nous allons reprendre les compétitions à partir du week-end pour terminer le premier tour de la Coupe de la Ligue au niveau de la Ligue professionnelle et à partir du 26 février reprendre les phases de retour. Au niveau des garanties, vous savez, au niveau de la Ligue, on ne programme pas sans pour avoir l'aval de l'autorité de la police et de la gendarmerie. Nous nous concertons régulièrement avec l'autorité de la police, également de la gendarmerie, pour avoir les garanties sécuritaires avant de faire une programmation. Nous sommes en phase avec l'autorité pour justement terminer le premier tour de la Coupe de la Ligue et redémarrer le championnat pour reprendre les activités normales. Mais compte tenu justement des imprévus, on est toujours en alerte pour voir effectivement est-ce que la situation peut permettre un déroulement normal de compétition. Mais pour le moment, nous avons programmé le premier tour de la Coupe de la Ligue le dimanche et le lundi. Et le week-end qui suit, le 26, nous allons reprendre les phases retour. On espère justement que tout se passera bien. Que nous avons déjà bouclé la phase aller de notre championnat qui a démarré depuis le 28 octobre. Donc au 30 janvier, nous avons bouclé la phase aller. Vous avez constaté que durant la Coupe d'Afrique, nous avons continué le championnat. C'était justement pour d'abord parer à toute éventualité liée justement aux élections, mais également pour rester dans les délais définis par la fédération. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, depuis le 30 janvier, nous avons observé une pause liée aux événements que vous avez constatés. L'autorité fédérale a jugé nécessaire de ne pas poursuivre les compétitions pour garantir la sécurité de tous les acteurs du football. Pour rappel, la Ligue sénégalaise de football professionnel avait suspendu toutes les compétitions à partir du 4 février dernier. Cette mesure prise de manière préventive visait à garantir la sécurité des matchs en l'absence d'un service d'ordre indisponible. Et puis, nous parlons de Souleymane. Du championnat, la Ligue des Champions. Oui, la Ligue des Champions. Je vous laisse enchaîner alors. Ah oui, très bien. Je ne suis pas dans mon assiette aujourd'hui, Souleymane. Alors, nous parlons de la Ligue des Champions, justement. Donc, ce mercredi, le Bayern Munich, sextuple champion d'Europe, se déplace à Rome pour affronter la Lazio en match aller
des huitièmes de finale de la compétition, largement battus en championnat par Leverkusen 3-0. Les Bavarois voudront rebondir en Italie dans le même temps, on suivra également le match entre le Paris Saint-Germain et la Real Sociedad, un autre match de huitième de finale. La Real Sociedad, pour rappel, avait de son côté remporté sa poule devant l'Inter, Benfica et Salzbourg. L'année dernière, le PSG avait échoué au stade des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le club parisien avait été éliminé par le Bayern de Munich. Hier donc, à l'entame de ces huitièmes de finale, aussi bien le champion en titre Manchester City et le Real Madrid ont tous les deux remporté leur match en déplacement, Suleiman. Un petit footing et tout devrait rentrer. Oui, certainement. Je ne suis pas dans mon assiette. Merci. Voilà, merci à vous, Suleiman. RFM, reportage. La communauté chrétienne a entamé aujourd'hui le carême avec le mercredi des cendres. Des fidèles rencontrés à Ziguinchor comptent mettre à profit cette période pour renforcer leur foi et le sens du partage. Pour eux, carême rime avec prière et abstinence. Lamine Ba. La communauté chrétienne entame ce jour le carême. Ce sera 40 jours de pénitence, de prière, de partage et de recueillement. Huberta Thérèse Mendy est déjà préparée à se conformer à l'esprit et à la posture qui doivent caractériser les fidèles. Nous sommes des humains, nous faisons des erreurs. Donc en ce temps de carême, tous les chrétiens doivent faire une auto-évaluation, penser à tout ce qui était négatif dans leur vie et laisser ça de côté et se concentrer pour ce temps qui est aussi favorable. Jeanne-Béatrice Diatta est fidèle chrétienne. Elle estime que le carême est un temps qui doit être mis à profit pour se mettre en contact avec le Seigneur. Le carême, pour le catholique, est un temps de prière, de partage et de jeûne. C'est aussi un temps de recueillement pour se mettre en contact avec Dieu le Père. C'est aussi le moment de mettre en relief l'humilité et privilégier les rapports d'humanité avec son prochain, explique Huberta Thérèse Mendy. Au moment où le chrétien jeûne, il doit adopter un comportement, ne pas avoir une mine défaite, montrer à tout le monde qu'il a jeûné, à désirer la présence de Dieu, à nous aimer dans nos frères et sœurs, à faire tout ce que la parole nous demande de faire afin de glorifier le nom du Seigneur ici-bas. Pour ce carême, Laura Mendy réaffirme son engagement à suivre à la lettre les recommandations édictées par sa religion. Le carême, nous comptons l'observer cette année comme chaque année dans la prière, la pénitence et le pardon, mais également dans la conversion. La prière parce que il est important pour tout un chacun d'être en communion avec Dieu, créateur de l'univers. C'est parti donc pour 40 jours de recueillement et de partage, des moments que les fidèles chrétiens comptent mettre à profit pour se mettre en contact avec le Seigneur. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Rapido et leur sticker rechargeable. Direction de la santé mère-enfant vous offre votre revue de presse. La presse du jour lue et commentée par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Toujours ce bruit autour des négociations entre Ousmane Sonko et Macky Sall. Flou total, ça part dans tous les sens. Difficile de savoir qui fait quoi et qui a dit quoi précisément dans cette affaire. Toujours est-il, après la sortie des deux médiateurs Alioune Tine et Pierre Atepa Goudiaby, Yewwi Askan Wi tendance Ousmane Sonko a dit sa part de vérité au cours d'une conférence de presse. Selon Guy Marius Sagna, Ousmane Sonko continue de dire non à tout ce que Macky trame et qui n'est pas conforme à l'intérêt du peuple. Selon le témoin, Sonko dément toute négociation. Il n'y a pas intérêt à l'analyse politique. Jean-Charles Biagui, interrogé par Walfadri, ça risque de le discréditer. Conséquence, Alioune Tine, au cœur de la mêlée, écrit enquête, on lui reproche ses démarches solo. Beaucoup dans l'opposition l'accusent, selon le journal, d'être parmi les visiteurs du soir qui auraient conseillé à Macky Sall le report de la présidentielle pour une participation plus inclusive. Le problème, selon Direct News, qui fait plus ce matin dans l'opinion que dans l'information, c'est qu'Alioune Tine et Atepa ont vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ils ont très tôt crié victoire alors que la médiation n'était pas encore terminée. Excès d'engagement, note la publication. Mais Karim Wade lui enfonce le clou. Il y a bel et bien une négociation entre Ousmane Sonko et Macky Sall. Le journal qui reprend la publication de Karim Wade sur sa page Facebook note que Pierre Atepa Goudiaby et Alioune Tine sont à la manœuvre. Il invite d'ailleurs Ousmane Sonko à revenir très vite sur la scène politique pour en découdre. Le président d'Afrique
syndicat Yom Center soutient tout de même que le temps n'est plus à l'ego. Le problème désormais, dit-il, ce n'est plus ex-Pastef, tel ou tel autre parti. Son engagement envers le pays lui a valu la prison. Eh bien, Ousmane doit aussi avoir la même détermination pour que les cœurs s'apaisent au Sénégal. Dans le journal Les Échos, le wadiste Pape Samamboup crache ses vérités aux politiques. C'est grâce au dialogue que Wade est arrivé au pouvoir, a-t-il signifié. Sonko doit donc aller au dialogue pour défendre ses intérêts. S'il n'est pas là-bas, eh bien, entendez, là où les choses se décident, il risque donc de tout perdre. Personne ne le défendra. En tout cas, selon le secrétaire général du gouvernement, Macky Sall a pris ses responsabilités. Seydou Gueye s'exprime dans le journal Enquête. Macky Sall a pris ses responsabilités pour apaiser la tension. L'Obs note que ça risque de ne pas être très facile de sortir comme ça de la crise par la voie de l'amnistie. Et pour cause, les détenus dits politiques sont contre, mais les religieux, eux, continuent de pousser dans le sens de la paix. Dans la plupart des publications, Serigne Babacar Sy Al Mansour fait entendre sa voix. Dans Vox Populi, Le Soleil, hélas, le khalife général des Tidianes demande aux hommes politiques de mettre le Sénégal au-dessus des contingences partisanes. Il invite à la retenue et au dialogue. Dans Enquête, la voix au sud du secteur privé qui exprime ses vives inquiétudes. L'ancien président Abdou Diouf en a profité pour repréciser sa pensée après la polémique et le bashing qui a accompagné le communiqué conjoint avec le président Abdoulaye Wade. Pour un dénouement de la crise, Abdou Diouf invite au respect de la Constitution, pas plus. Arsène élection sur la même longueur d'onde. Après l'interdiction de sa procession interdite, la plateforme annonce une nouvelle marche le samedi 17 février. Selon Vox Populi, Arsène élection interpelle aussi les juges de la Cour suprême et du Conseil constitutionnel pour une réhabilitation donc de l'ordre légal et constitutionnel. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken appelle le Sénégal à tenir les élections au plus vite. Conclusion du journal Source Macky en état de siège. Mais le journal Le Quotidien préfère parler de cœur pour l'apaisement. Le journal note que le président Sall a échangé avec Anthony Blinken. Sur le Quotidien note que tout de même, les Nations Unies veulent des enquêtes approfondies sur la répression violente des dernières manifestations. Et puis Sport, Krépin Diatta, sanctionné par la CAF, jugé par la commission de discipline de la Confédération africaine de foot pour ses propos jugés outrageants à l'encontre des officiels. À lire les détails dans l'Observateur. Ligue des champions en première page du journaliste de Quotidien. Kane et Mbappé pour bombarder Lazio et Sociedad. Le journal note que Prince Harry, c'est l'arme fatale des Bavarois. City et Real déjà un pied en quart de finale. Bonne lecture à tous. Rapido, élastique rechargeable. Direction de la santé mère-enfant, vous entend faire votre revue de presse. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? À 12h37, bienvenue dans notre rubrique Point de vue. Nous allons parler des conséquences économiques et financières, voire sociales, de la crise politique que traverse le Sénégal actuellement. Avec nos deux intervenants du jour, M. Abdoulaye Seck, professeur si je ne m'abuse, économiste, ancien conseiller en économie du président Abdoulaye Wade. Abdoulaye Seck, bonjour. Bonjour Souleymane et bonjour aux auditeurs de la RFM. Bienvenue. Bonjour également à Babacar Ndiaye, opérateur économique, membre du patronat. Babacar Ndiaye, que nous allons certainement retrouver dans un instant. Je rappelle qu'il est opérateur économique et qu'il est membre du patronat, les organisations patronales, consulaires et autres qui ont commis hier une déclaration, un communiqué dans lequel ils appellent à la paix et à la préservation des investissements, entre autres. Ils évoquent les conséquences économiques, financières et sociales des troubles que le pays a connus ces derniers temps sur le tissu économique. Justement, à ce sujet-là, Abdoulaye Seck, est-ce que on a une idée justement du coût économique, financier et social, notamment du point de vue des emplois, etc., de ces troubles qu'on a connus depuis 2021? Je pense que ça va être un peu difficile a priori de donner tout de suite une idée du coût financier de ces perturbations ou crises que nous avons connues de façon récurrente depuis 2021, mars 2021 jusqu'à nos jours. Mais toujours est-il que nous avons vu que ce qui est clair et clairement établi, c'est que, en fait, en période de crise, ça engendre des manifestations de pillage. Ça engendre également des destructions d'investissements, des matériels appartenant surtout au secteur privé et à l'État. Donc, ceux qui sont déjà installés n'ont pas la capacité
de pouvoir se déplacer, de relocaliser. Ce n'est pas toujours ces acteurs-là, surtout le privé national, n'a pas la capacité ni les possibilités de relocaliser leurs activités. Donc, ils sont obligés de subir de plein fouet, en fait, ces attaques, ces pillages, ces gaspillages, ces grèves récurrentes depuis 2021, et qui fait que, effectivement, si on l'apprécie du point de vue simplement des prévisions économiques que nous avions des prévisions économiques de l'ordre, par exemple, un taux de croissance à 2 chiffres. Oui. C'est ce que nous avions prévu. Et nous nous sommes retrouvés à terme récemment, en octobre 2023, novembre 2023, avec un taux de 4%. Vous voyez également la chute, c'est presque 6 à 7% de perte en termes d'espoir de croissance que nous avions au départ, dans nos prévisions de départ. Également, attribuable aux événements, certes, mais aussi à d'autres facteurs tels que le retard dans le démarrage de l'exploitation du pétrole et du gaz. Mais en fait, même ce démarrage-là, si ce démarrage-là était effectif, dans les conditions actuelles, dans les conditions de crise sociopolitique, ce démarrage-là, même si c'était encore effectif, ce démarrage-là ne pouvait pas avoir les effets escomptés. Et puis, il y a également la crise, il faut rappeler que nous avons également la crise russo-irakienne, ukrainienne. Nous avons également la Covid qui est passée par là et qui ont rythmement affecté notre économie, qui fait que nous étions en phase de redémarrage. C'est à partir de cette reprise-là que nous étions en train de préparer pour l'économie sénégalaise, de préparer des perspectives avec des canevas qui ont déjà été bien adaptés, des perspectives qui pouvaient permettre de bénéficier d'un taux de croissance de 11%, avec une inflation de l'ordre dans les créneaux nous sommes retrouvés avec un taux de croissance de 4%, une inflation de 6,1%, et un déficit budgétaire qui continue à croître. Nous sommes actuellement à 1248,28 milliards à payer. Donc, ce qui veut dire que toutes nos précautions, toutes nos prévisions ont été faussées. Mais en fait, il y a également une bonne partie qui est due à cette faiblesse de la contribution locale de l'économie, due au fait qu'il y a plusieurs installations qui ont été anéanties. Il y a plusieurs jours de grève qui ont coûté des milliards. Rien que l'Internet, déjà, du point de vue de la mobilité, du point de vue des transactions, du point de vue de la connectivité, ça pose extrêmement de problèmes pour certaines entreprises de pouvoir travailler. N'est-ce pas? Et c'est le secteur, c'est actuellement le secteur qui est le plus en essor dans ce pays-là qui a été arrêté depuis cette affaire-là. N'est-ce pas? J'aimerais revenir tout à l'heure avec vous sur les conséquences durables, parce que jusqu'à présent, on parle des conséquences immédiates qu'on peut quantifier. Hein. Mais sur la durée, on verra avec vous quels peuvent être l'impact, quel peut être l'impact justement de cette situation sur les perspectives à moyen long terme sur l'économie sénégalaise. Mais avant cela, nous avons retrouvé M. Babacar Ndiaye, que je salue à nouveau. Bonjour, vous êtes opérateur économique. On l'a encore perdu, je ne sais pas pourquoi, on a un problème technique sur cette ligne. Donc, on peut enchaîner avec vous, Abdoulaye Seck, sur justement les conséquences sur la durée. Parce que effectivement, on voit tout de suite le coût financier, et même si c'est difficile à évaluer, on commence à avoir des chiffres. Vous avez entendu les travailleurs des compagnies de téléphone, enfin des opérateurs de télécommunications, qui évaluent à 3 milliards de francs CFA les 13 jours de coupure d'Internet en 2023, et peut-être d'autres secteurs qui essaient aussi de donner des chiffres plus ou moins approximatifs. Mais au plan macroéconomique, sur la durée, quelles sont vos anticipations sur les conséquences justement de cette situation? Au plan macroéconomique, c'est encore beaucoup plus compliqué. Parce que vous savez, en finance, la stabilité, au même titre que la solvabilité et les perspectives, définissent les critères, la qualité même de signature et d'un pays à faire face à ses engagements au niveau international. Alors, si nous avons une crise qui perdure, déjà que nous risquons de ne plus en fait accueillir de nouveaux investisseurs, parce que les gens seront plus réticents à venir investir au Sénégal, alors que nous en avons encore besoin pour accompagner nos perspectives pétrolières et gazières. Nous avons également le fait que certains qui ont la capacité, si cette crise perdure, de pouvoir délocaliser, ont tendance à délocaliser. Nous avons vu dans certains cas où des entreprises se sont délocalisées dans certaines capitales africaines pour revenir à Dakar ou dans d'autres sièges beaucoup plus cléments, beaucoup plus stables. Nous avons également la difficulté de faire face à nos engagements et également de faire face au financement de notre besoin, de notre déficit d'accompagnement en investissement. Pourquoi? Parce que les investisseurs qui seront moins avertis au risque
auront tendance à demander beaucoup plus un taux d'intérêt triple par rapport comparativement à la situation normale. Et ce qui faudra que maintenant, pour lever des fonds, sera extrêmement difficile. Nous aurons à payer des taux d'intérêt beaucoup plus élevés. Nous avons remarqué que, par exemple, juste après la déclaration du président de la République, nous avons noté déjà des chutes au niveau des places internationales. Par exemple, au niveau de la bourse de Londres, nous avons vu que les obligations au Sénégal et les dettes à long terme maturité 2037 ont commencé déjà à subir des chutes de l'ordre de 4,7%. Également, au niveau Il faut ajouter d'ailleurs que ça veut dire que les taux d'intérêt augmentent, puisque les deux sont négativement corrélés. Voilà, il y a une corrélation négative qui fait que, en fait, plus c'est risqué, plus le taux d'intérêt augmente. Plus, en tout cas, nous aurons à payer beaucoup plus. C'est pourquoi j'ai dit tantôt, les gens auront la tendance à demander des taux triples par rapport au taux à la situation normale. Et au niveau de la sous-régionale de l'IEMOA, nous avons vu que tous les compartiments, à partir de la dernière semaine, tous les compartiments de la bourse régionale de l'IEMOA ont commencé cette semaine par une perte. Ça a été très tôt de dire que c'est dû à l'influence sénégalaise, mais compte tenu du rôle que joue le Sénégal au même titre que la Côte d'Ivoire et certains pays, tout effet néfaste qui affecte directement leur économie ne sera pas sans conséquence au niveau de ces comportements de la bourse sous-régionale. Merci beaucoup. Merci vraiment, Abdoulaye Seck, économiste, ancien conseiller en économie du président Abdoulaye Wade. Je comprends bien qu'il y a encore d'autres conséquences qu'on pourrait évoquer et malheureusement nous sommes tenus par le temps et je voudrais consacrer le reste de cet entretien ou de ce débat à M. Babacar Ndiaye que nous avons retrouvé. Babacar Ndiaye, bonjour. Oui, bonjour. Oui, désolé pour les petits soucis techniques qu'on a eu sur la liaison. L'essentiel, c'est que nous vous avons maintenant et j'aimerais savoir comment vous, de l'intérieur et au quotidien, vous vivez justement cette situation sociopolitique qui n'a pas commencé hier ou avec la déclaration de report des élections du président. C'est depuis 2001. Quel est l'impact de cette situation sur vos activités et sur vos performances? En fait, je pense que aujourd'hui nous avons deux contraintes majeures. C'est vraiment, vous avez parlé des contraintes endogènes, mais il y en a qui sont exogènes et qu'il ne faut pas négliger. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la guerre en Ukraine qui est latente, mais qui a des conséquences sur notre économie. Par ailleurs aussi, nous avons la guerre entre le Hamas et Israël, qui a fait qu'aujourd'hui, les navires qui devaient venir au Sénégal ont subi un contournement qui fait que le risque pays s'agrandit. Et comme l'a dit tantôt quelqu'un, les intérêts aussi vont augmenter. Et au niveau du pays, effectivement, il y a des conséquences. Il y a des conséquences sur le fait que les gens restent sans travailler, le fait que qu'il y ait des casses, etc. Tout ça agit sur l'économie en interne. Donc, tous ces deux facteurs aussi bien... Et ça se traduit comment? Ce sont des pertes? C'est votre chiffre d'affaires qui baisse? Qu'est-ce qui se passe dans vos entreprises? Mais ce sont des pertes. Ce sont des pertes. Parce que quand on voit déjà les investisseurs avec qui nous devons travailler, alors actuellement, on des craintes, ça déjà c'est une perte. Le fait qu'au niveau du pays, quand même, on arrive qu'il y ait des casses et qu'on n'arrive pas à travailler normalement, ça aussi, c'est des pertes que nous subissons. Et des renchérissements de coûts parce que vous devez investir dans la sécurité et, notamment. Mais oui, ça c'est sûr. Alors hier, 9 organisations patronales, consulaires, etc. Se sont rencontrées, donc les organisations du secteur privé, pour exprimer leurs préoccupations vis-à-vis de la situation, exprimer des positions de principe, notamment sur les questions démocratiques, la stabilité, le respect des institutions, la séparation des pouvoirs, mais surtout pour alarmer, tirer la sonnette d'alarme sur la situation des entreprises, de l'emploi, etc. Est-ce que vous avez l'impression d'être entendu? Bon, oui, je pense que nous avons, en fait, on est entendu parce que quand on invite déjà au dialogue, ça veut dire qu'on est entendu. Et il y a des frémissements quand même d'apaisement.
Ce qui veut dire que nous sommes entendus. Vous voyez que, bon, les conséquences au niveau économique, mais nous touchent directement, nous autres, les secteurs privés. Donc, nous ne pouvons quand même qu'avertir et être disposés quand même à discuter de tous ces problèmes. Et c'est quand même assez inédit parce que jusqu'à présent, les organisations professionnelles, consulaires et patronales se sont tenues un peu à l'écart des questions politiques. Or, cette fois-ci, vous en parlez ouvertement et d'une seule et même voix. Cela traduit la gravité de la situation pour vous? Non, quand il s'agit de problèmes purement politiques, vous ne pouvez pas entendre les organisations patronales ou consulaires. Mais quand ça a des impacts sur l'économie et sur notre développement, mais c'est tout à fait normal qu'à l'unisson, quand même nous dénoncions cela et qu'ensemble nous essayons de chercher des solutions idoines. Et pour vous, quelle doit être la place justement du secteur économique dans le dialogue que tout le monde appelle de ses voeux et qui est annoncé par les autorités? Mais bon, moi je pense qu'aujourd'hui quand même on est obligé, c'est un chemin obligé, hein, parce que si on ne dialogue pas, on ne trouvera pas de solution. Je crois, je ne sais pas, on va l'appeler dialogue ou concertation, je ne sais pas. Mais il faut qu'on se rencontre, qu'on discute de nos problèmes et qu'on essaie de les surmonter. Le Sénégal a toujours surmonté ces problèmes. Et je crois que c'est le moment aussi, au moment où quand même aussi bien la classe économique, sociale, la société civile, tout le monde est impacté. C'est normal qu'on se retrouve pour chercher des solutions. Alors, dernière question. Hein. Vous avez profité de la déclaration d'hier, vous les organisations patronales notamment, pour évoquer la question de la dette intérieure. Est-ce que d'abord vous pensez qu'il y a un lien entre l'augmentation de cette dette intérieure ou son maintien à son niveau d'avant et la situation socio-politique et quel est l'impact justement de cette dette intérieure qu'on appelle par ailleurs obligation impayée ou arriérée de paiement, etc. sur vos activités et quel est le montant d'ailleurs, quel est le stock actuellement? Bon, le stock, je ne saurais vous le dire, hein, parce que je crois qu'il y a le recensement qui est en train d'être fait, mais ce qui est sûr, cette dette intérieure-là, effectivement, va impacter sur notre développement. Parce que si les prix sont réenchéris et que les taux bancaires qui vont être augmentés, mais la dette là va être annulée par toutes ces conséquences et ces impacts. Donc, plutôt qu'on paye la dette intérieure, mieux ça vaudrait pour nous. Merci. Merci à vous, Babacar Ndiaye, opérateur économique, membre du patronat. Merci encore à Abdoulaye Seck, économiste, ancien conseiller en économie du président Abdoulaye Wade. C'est la fin de cette édition à 12h52. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. À la rédaction en chef, El Haj Ndiogoudjen, chef d'édition Awambaye avec Mamas Toukan, à la mise en onde Alioune Ba, Maïsambay au digital et à la production Abdou Thiam. Vous avez rendez-vous avec Barthélémy Ngom à 13h pour le grand journal en Wolof. D'ici là, excellente suite des programmes sur la RFM. Au revoir. Rapido vous offre son sticker rechargeable. Fini le badge mal placé ou égaré. Votre passage en voie est plus rapide. Rendez-vous dans nos espaces clients de Cameroun, de Tiaroy et de Touglou pour vous le procurer gratuitement. Infoline 33 859